Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une zone assez délicate de nos relations. Une idée qui vient de la psycho, la différence entre partager ses émotions et les déverser. Mhm. Ça peut tout changer, créer du lien ou beaucoup de souffrance, en fait. On s'est penché sur des textes qui parlent de ça, des dynamiques relationnelles, parfois même de traumatisme. Oui, L'idée, c'est de voir comment on fait la différence entre une conversation qui fait du bien et une autre où on a l'impression d'être une sorte de poubelle émotionnelle, quoi. c'est exactement ça. Alors commençons par le côté positif, le partage. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement partager sainement? D'après ce qu'on a lu, le partage, c'est quand on arrive à dire ce qu'on ressent, même si c'est lourd, Hmm. mais en gardant la charge pour soi. On explique ce qui se passe en nous, mais sans vouloir que l'autre porte le fardeau. Voilà, L'autre reste une personne distincte, un sujet, pas un simple objet pour se vider. Il y a ce respect de la distance, même quand on se confie. c'est ça. C'est une distinction vraiment fondamentale. Le fait de contenir en exprimant. Hmm. Les émotions sont dites, oui, mais elles n'envahissent pas l'autre, elles ne le submergent pas, elles ne le rendent pas responsable. D'accord. On reconnaît son altérité, sa séparation. Et c'est fou de voir dans les textes à quel point cette nuance, elle est souvent manquée. Ah oui. Oui, beaucoup de gens confondent vulnérabilité et décharge brute, quoi. Et du coup, ils passent à côté d'une forme d'abus émotionnel qui est assez insidieuse. C'est vrai. Les écrits montrent bien que partager comme ça demande une vraie conscience de soi, même avec les gens les plus proches. D'accord. Bon, alors si le partage, c'est respecter l'autre comme sujet, allons voir l'autre côté, le déversement. Mhm. Comment on reconnaît cette dynamique-là, qui semble, beaucoup moins saine? Eh bien, là, on change complètement de registre. Dans le déversement, la personne, elle n'arrive plus à gérer sa propre charge. Son anxiété, sa colère, peu importe. Elle est débordée. Voilà, débordée. Et consciemment ou non, elle va projeter ça sur quelqu'un d'autre. L'autre n'est plus vu comme une personne. Il devient quoi alors? Il devient un objet, un réceptacle. Sa fonction, c'est de soulager celui qui déverse. Point. Son individualité, ses propres besoins, ses limites, tout ça est nié. Waouh. C'est une forme de non-reconnaissance très forte, presque un rejet de l'autre en tant qu'être séparé en fait. Et ça peut commencer très tôt, non? Dans l'enfance, par exemple? Ah oui, absolument. Si un enfant grandit avec des parents qui déversent régulièrement leur stress, leur frustration sur lui, Hmm. il peut finir par croire que c'est ça la norme, que c'est ça l'amour ou l'attention. Il apprend ça comme modèle relationnel. Exactement. Les sources décrivent bien ça. L'enfant devient le confident forcé, il apprend que sa valeur, c'est sa capacité à absorber les émotions des autres. Et il pense que c'est son rôle. Bah oui, il pense que c'est son rôle naturel dans une relation, être celui qui éponge les débordements. Et à long terme, qu'est-ce que ça donne, cette habitude d'être transformée en réceptacle? C'est là qu'on entre dans le domaine du traumatisme relationnel, comme le nomment les textes. Ah oui. Quand cette dynamique se répète, ça laisse une empreinte, c'est pas juste une mauvaise passe. Les écrits parlent d'un véritable script inconscient. Un script, ok. Oui, un schéma. La personne, adulte, risque de rechercher, sans s'en rendre compte, ou de recréer des relations où elle rejoue ce rôle d'objet éponge. Hmm. Et ça alimente un sentiment très profond, souvent diffus, d'inutilité, de honte, de culpabilité. Et ça se manifeste comment, concrètement? Oh, ça peut être une difficulté à dire non, à poser ses limites, une tendance à s'excuser tout le temps, ou une peur bleue d'être rejeté si on arrête de servir l'autre émotionnellement. D'accord. Certains textes suggèrent même que ça peut impacter d'autres domaines, comme le travail, la créativité, comme si l'espace mental était toujours pris par la charge des autres. C'est fou de penser que ça puisse être si inconscient et avoir un impact si large. Est-ce qu'il y a des situations où c'est acceptable de recevoir la charge de l'autre? La seule exception vraiment claire qui ressort, c'est le cadre thérapeutique. Ah, d'accord. Là, le rôle du thérapeute comme contenant, il est défini, il est consenti. Et surtout, il est limité dans le temps, encadré professionnellement. C'est pas du tout pareil qu'une dynamique qu'on subit dans une relation personnelle. Bien sûr. Donc, pour résumer un peu le cœur de ce qu'on a vu, Oui. la différence clé, c'est vraiment la perception de l'autre. Est-ce que c'est un sujet avec qui on partage? Ça, c'est le partage. Ou est-ce que c'est un objet qu'on utilise pour se soulager? Et ça, c'est le déversement. Comprendre ça est essentiel, donc. Oui, pour construire des relations plus saines. Les textes sont assez unanimes là-dessus. Le partage, ça construit. Le déversement, même sans mauvaise intention, ça mine la relation et l'estime de soi de celui qui reçoit. C'est une forme d'exploitation émotionnelle.
même si elle est discrète. Ça donne vraiment matière à réflexion. Peut-être une dernière question pour nos auditeurs, enfin pour la réflexion de chacun. Réaliser qu'on a pu être nous-mêmes, celui ou celle qui déverse, ou au contraire, celui ou celle qui reçoit. Comment cette prise de conscience pourrait éclairer différemment nos relations actuelles, ou même l'image qu'on a de nous